Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours. Aujourd'hui, nous allons évoquer le rôle de la Grande-Bretagne et de la France en Palestine et on va voir le rôle de ces deux grandes puissances pendant la première moitié du XXe siècle. Alors, c'est vrai que depuis des décennies, on peut dire qu'il y a une illusion qui persiste sur le sort de la Palestine. On a coutume de dire que ce territoire aurait été offert par les Anglais aux Arabes et aux Juifs, donc un territoire pour deux peuples. Donc, ce présupposé qui est admis aujourd'hui a dénaturé, on peut le dire, de nombreuses analyses politiques et historiques. Donc, on va rappeler, sans plus tarder, quelques faits pour essayer de débroussailler ce présupposé. Et ça va nous amener à évoquer justement les promesses franco-britanniques qui ont été faites aux Arabes et aux Juifs pendant la Première Guerre mondiale. Alors en 1915, on est en pleine guerre et c'est à ce moment-là que les Anglais prennent vraiment connaissance du faible intérêt qui est porté par les Arabes et notamment par le shérif Hussein de la Mecque, qui est un éminent personnage, donc faible intérêt porté par les Arabes pour la Palestine. Les Anglais vont mener des négociations avec le shérif Hussein de la Mecque parce qu'ils souhaitent obtenir leur soutien pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des négociations et parmi elles, une lettre est écrite par Henry McMahon, qui est le haut commissaire britannique, et qui promet donc au shérif Hussein de la Mecque des territoires. L'essentiel pour les Arabes, c'est d'obtenir Damas, qui est le centre du nationalisme, Bagdad et surtout la Mecque. La Palestine ne les intéresse pas vraiment. Et donc, il y a un document célèbre, la lettre McMahon d'octobre 1915, où Henry McMahon donne satisfaction aux aspirations territoriales du shérif Hussein de la Mecque. Pour les Anglais, il est assez clair que la Palestine ne fait pas partie de l'accord. C'est très clair et donc ils ne vont pas mentionner par écrit ce fait que la Palestine est exclue de l'accord. On a même l'officier Thomas Edward Lawrence, très connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, qui lui va écrire une lettre au Times en 1919 et dans laquelle il explique qu'effectivement la Palestine n'avait jamais été promise aux Arabes. McMahon ajoute à ce sujet, et je vais vous citer la citation, « Je considère comme de mon devoir d'affirmer de la façon la plus claire et la plus catégorique que je n'ai jamais eu l'intention, en donnant cette assurance au roi Hussein, d'inclure la Palestine dans la zone où l'indépendance arabe était promise. J'avais aussi toute raison de croire, à cette époque, que le roi Hussein était parfaitement informé du fait que la Palestine n'était pas comprise dans nos engagements. » Donc, pour les Anglais, c'est très clair. Ce qui intéresse les Arabes, c'est Damas, Bagdad, la Mecque, et pas la Palestine. Alors, les choses se compliquent parce que si d'un côté, les Britanniques passent des accords avec la fameuse lettre McMahon avec les Arabes, ils vont également s'engager auprès des Français. Et le gouvernement britannique va signer donc un peu plus tard, au printemps 1916, des accords secrets avec la France. Et ces accords sont connus sous le nom des accords Sykes-Picot. Dans ces accords, Paris et Londres, en fait, s'entendent pour partager le Proche et le Moyen-Orient, en dessinant les frontières de l'Arabie britannique et de la Syrie française. Donc, dans ces accords, en fait, les Anglais, vont secrètement rompre les promesses qu'ils ont faites aux Arabes en laissant les Français tout simplement prendre possession de la Syrie.
Quant à eux, les Anglais, eh bien eux, ce qui va les intéresser, c'est l'Irak, c'est l'Égypte et c'est la Palestine. Donc la Grande-Bretagne s'engage pour la seconde fois sur la destinée de la Syrie. Et ce n'est pas fini, les choses continuent car les Anglais, en plus du soutien arabe pendant la guerre, voulaient aussi obtenir le soutien des Juifs. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, qui est le ministre Lord Balfour, va promettre aux sionistes l'existence d'un foyer juif en Palestine. Et c'est comme ça que la célèbre déclaration Balfour du 2 novembre 1917 reconnaît les liens historiques du peuple juif avec la Palestine. Alors on le sait, la Première Guerre mondiale a été dévastatrice. Elle a provoqué un véritable chaos politique à l'origine donc de la disparition des empires russes, allemands, austro-hongrois et ottomans. Et pour négocier donc les traités de paix entre les Alliés et les vaincus, eh bien les Alliés vont organiser à partir de l'hiver 1919 une conférence internationale qui est connue sous le nom de Conférence de la paix. Alors c'est à cette occasion, qui est quand même une occasion historique, que les Arabes et les Juifs vont arriver à une entente historique. Il y a des entretiens qui sont menés entre Chaim Weizmann et le fils du shérif Hussein de la Mecque, qui va également jouer un rôle essentiel. Il se prénomme Faisal et avec Weizmann, il va arriver au constat que les prétentions juives et arabes concordent au Proche-Orient. Donc selon eux, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité des engagements britanniques à leur égard. Un accord, donc le fameux accord Faisal-Weizmann, est signé le 3 janvier 1919 à Paris. Et voilà ce qu'il est intéressant de citer. La parenté de race et les liens anciens entre les Arabes et le peuple juif, comprenant que le plus sûr moyen de travailler à la réalisation de leurs aspirations nationales réciproques est d'établir la plus étroite collaboration possible dans le développement de l'État arabe et de la Palestine. L'organisation sioniste emploiera tous ses efforts à aider l'État arabe à obtenir les moyens indispensables en vue du développement de ses ressources naturelles et de ses possibilités économiques. Donc il y a une vraie volonté en fait d'aboutir à la naissance d'États souverains, juifs et arabes. Cette volonté est vraiment présente tant chez Weizmann, côté sioniste, que chez Faisal, côté arabe. Bien sûr, pour le père de Faisal, le shérif Hussein dont on parlait, eh bien cette entente dépend bien sûr de son accession au pouvoir en Syrie. Mais vous verrez que malheureusement, la promesse britannique ne sera pas honorée. Alors un problème va également se poser à la suite de cette conférence de la paix, c'est que la majorité des Arabes de Palestine ne partagent pas les objectifs, bien sûr, politiques de Weizmann et malheureusement pas non plus de Faisal. Et les protestations ne vont pas tarder à se faire entendre. En juillet 1919, donc peu de temps après la conférence de la paix, un congrès général syrien va se tenir à Damas. Et l'objectif, c'est de contrecarrer l'accord Faisal-Weizmann et revendiquer l'appartenance territoriale de la Palestine à la Syrie. Donc plusieurs résolutions sont adoptées lors du congrès syrien, dont celle-ci, celle que je vais vous lire. Nous rejetons les prétentions des sionistes visant à établir un foyer national dans cette partie de la Syrie du Sud, connue sous le nom de Palestine. Et nous nous opposons à toute immigration juive dans quelque partie que ce soit du pays. Nous ne reconnaissons aucun titre aux Juifs sur la Palestine et nous considérons leurs revendications comme une grave menace pour notre peuple, du point de vue national, politique et économique. Donc pour les Arabes, il est clair que la naissance d'un État juif constitue une menace.
et de manière consciente ou inconsciente, on peut dire que bien ce congrès syrien a été à l'origine vraiment des revendications arabes futures. Et certainement au début de la confusion sur le sort de la Palestine, c'est-à-dire de considérer que la Palestine avait été promise 2 fois. Le moufti de Jérusalem, dont on a déjà parlé, le moufti Adjamin al-Husseini, évidemment reprendra tout ce que le congrès syrien a mis en place. Et à la suite de ce congrès, que s'est-il passé? Faisal a changé d'idée, sa parole est reprise, il préfère se ranger du côté de la majorité arabe. Pourtant, sa parole, il l'avait donnée à Weizmann, mais Faisal va adopter les résolutions du congrès syrien. Et à partir de ce moment-là, Faisal va revendiquer la Palestine comme faisant partie intégrante du royaume arabe. En mai 1920, voici ce qu'il écrit au général Allenby, qui est l'ancien commandant du corps expéditionnaire britannique au Proche-Orient. Donc Faisal écrit « En ce qui concerne mon accord sur la création d'un État et d'un foyer national juif en Palestine, je crois qu'il y a une certaine incompréhension. Tout ce que j'ai admis est la sauvegarde des droits des Juifs dans ce pays, dans la même mesure que les droits des habitants indigènes arabes sont sauvegardés, et de leur permettre de disposer les mêmes droits et privilèges. » Donc, c'est sûr, le revirement de Faisal a exacerbé le nationalisme arabe. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui va aussi exacerber le nationalisme arabe, c'est bien sûr les positions du moufti Adjamin, qu'on évoquera et qu'on a aussi un petit peu parlé la semaine dernière, on en a un peu parlé, mais ce qui va aussi avoir un rôle dans l'exacerbation du nationalisme arabe, c'est le rôle des Britanniques à travers les commissions d'enquête qu'ils vont mener. Et il y en a notamment une qui s'appelle la commission d'enquête King et Crane, qui est instituée à la demande du président américain Wilson en août 1919. Les conclusions de cette commission d'enquête, c'est de préconiser la limitation de l'immigration juive en Palestine, tout en optant pour l'abandon d'un quelconque État juif. Alors voilà, dans ce contexte politique tumultueux, voilà comment le mandat britannique sur la Palestine voit le jour, et nous allons justement aborder cette partie maintenant. Petit rappel, lors de la conférence de la paix, donc de janvier 1919, Wilson, donc le président des États-Unis, a refusé l'annexion des anciennes colonies allemandes d'Afrique et du Pacifique par les puissances françaises et britanniques. Lui, ce qu'il souhaite, en fin de compte, c'est de confier l'administration de ces anciennes colonies à la future Société des Nations. Il veut se distancier du colonialisme des États européens. Et le Premier ministre britannique de l'époque, qui s'appelle Lloyd George, propose en fait la création de ces fameux mandats de la Société des Nations. Wilson va tout à fait valider cette proposition. Et ce qu'on peut dire, c'est que la première esquisse du système des mandats va se trouver donc dans le projet de Société des Nations, et il s'agit en fait de prévoir une aide internationale pour des peuples d'Europe orientale et des communautés libérées des Ottomans. En fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc qui a été un conflit terrible, et l'objectif de la Société des Nations, c'est quoi? C'est imposer des valeurs pacifiques en Europe, comme la résolution des conflits par la négociation et la prévention de la guerre, selon le principe de la sécurité collective. Et après de longues négociations,
eh bien, on a un article qui est vraiment intéressant dans ce qui nous concerne. C'est l'article 22 du Pacte de la Société des Nations, parce qu'il prévoit tout au début, donc c'est un article assez important, mais le début de l'article, concerne plutôt le bien-être et le développement de ces peuples, donc ces peuples sous mandat. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. Et là, ce qui est intéressant dans ce petit extrait de l'article 22, c'est l'expression de mission sacrée de civilisation. Parce que derrière cet humanisme affiché de la Société des Nations et derrière le nouvel ordre mondial qui est façonné par les États-Unis, se cachent, on peut vraiment le dire, de faux idéaux universalistes, parce que la gestion de ces territoires qui seront placés sous mandat et de ces peuples donc vont révéler vraiment les visées impérialistes des puissances victorieuses, la France, l'Angleterre notamment, visées impérialistes donc au seul service de leurs intérêts. Et tout cela, bien sûr, au nom de la fameuse mission sacrée de civilisation. Donc le système des mandats consiste à diffuser des valeurs occidentales, morales, politiques, juridiques, donc à des populations qui sont jugées tout simplement inaptes à affronter les défis du monde moderne. Cette politique éducative, c'est vraiment son nom, ne relève pas directement de la Société des Nations, de la SDN, mais elle incombe à quelques États mandataires donc, qui sont membres de la Société des Nations, comme la France, la Grande-Bretagne ou la Belgique. Il faut savoir qu'il y a 3 classes de mandats qui sont prévues, A, B et C. Nous, on va vraiment s'intéresser aux mandats de classe A, puisque ce sont ces mandats-là qui concernent le Proche et le Moyen-Orient. La France et la Grande-Bretagne donc vont avoir les mandats de classe A, puisque ça concerne les territoires occupés par les Ottomans. La Palestine, la Syrie, le Liban et l'Irak. Les objectifs de la France en Orient, par exemple, sont expliqués par Pierre Viénot, qui est l'ancien sous-secrétaire d'État chargé des protectorats du Maghreb et des mandats au Proche-Orient. Voici ce qu'il explique en 1936. Pour lui, donc, la puissance mandataire commande, gouverne, mais c'est pour éduquer. Son rôle est celui d'un tuteur. Son autorité est provisoire, transitoire. Un but, un sens, un avenir lui sont assignés. Son pouvoir est en quelque sorte relatif à son terme. C'est ce terme, c'est-à-dire l'émancipation, que le mandataire a charge de préparer, qui le justifie. Donc voilà, c'est très clair. Pour Pierre Viénot, en fait, la puissance mandataire, elle commande, elle gouverne, mais dans le but d'éduquer. Alors la France, pour justifier justement son mandat au Liban, va dire qu'il y a une nécessité de protéger les populations maronites chrétiennes. Elle va se servir de sa mission civilisatrice, donc pour légitimer sa présence. Alors pour Antoine Sfer, qui était un grand spécialiste de ces questions, la France était parvenue justement à installer les rudiments d'une vraie démocratie avec l'aide des élites sorties essentiellement des établissements religieux au Proche-Orient. Et donc ces établissements étaient à majorité catholiques et francophones. Donc le retour à la morale et à la religion est vraiment symptomatique, caractéristique du colonialisme à la française et permet aussi de camoufler les autres prétentions de Paris qui concernent justement le contrôle de la région irakienne de Mossoul. Pourquoi ? Parce que là se trouvent d'importantes réserves pétrolières.
Donc oui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la question des ressources naturelles et du pétrole occupe une place prépondérante. Les Britanniques, pour leur part, vont s'occuper de l'Irak. En ce qui concerne la Palestine, les Anglais vont mettre en place un mandat propre à ce territoire, avec un texte, le mandat sur la Palestine, qui est rédigé en 1922. Et le préambule de ce texte, du mandat sur la Palestine, va donner justement force de loi à la déclaration Balfour, puisqu'il reconnaît le lien historique du peuple juif avec la Palestine, ainsi que donc son droit de reconstituer son foyer national dans le pays. Ce que prévoit également le texte du mandat sur la Palestine, c'est l'égalité de traitement entre tous ses habitants, la prohibition de toute discrimination religieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, des institutions politiques et administratives pour les sionistes et les arabes sont également prévues. Ça, c'est l'article 4 du mandat britannique sur la Palestine. L'autorité britannique doit faciliter l'immigration juive et encourager l'établissement en nombre de juifs dans les campagnes, y compris sur les terres appartenant à l'État et sur les terres inutilisées. Ça, c'est l'article 6. Donc, en théorie, on peut dire que oui, le mandat britannique va vraiment aider l'immigration juive. En pratique, c'est très différent. D'abord parce que les Britanniques vont jouer un double jeu. On le verra encore plus tard. Mais en pratique, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain ? Eh bien, pour façonner ces nouveaux États, au Proche-Orient, eh bien, les Français vont chasser Faysal de Damas. Faysal et son père qui revendiquaient Damas et la Grande Syrie, eh bien, Faysal va tout simplement être chassé de Damas en 1920. Et pour calmer eh bien, son mécontentement, il va être installé en 1921 sur le trône de l'Irak. Un royaume qui va être placé sous l'administration britannique. Quant à son frère, parce que Faysal a un frère, Abdallah, qui est donc le second fils du shérif Hussein, eh bien celui-ci va devenir émir de Transjordanie. Donc la Transjordanie est un État nouvellement créé par les autorités britanniques, et la Transjordanie est créée sur une partie de la Palestine. C'est pour cela d'ailleurs que de nombreuses théories disent que finalement la Transjordanie, qui est devenue par la suite le royaume de Jordanie, eh bien que ce territoire serait le fameux État palestinien. Donc les peuples du Proche-Orient sont désormais tributaires de frontières déterminées et reconnues par la Société des Nations et la communauté internationale. C'est tout à fait nouveau pour le Proche-Orient parce que jusqu'à ce jour, eh bien, les peuples de cette région avaient toujours évolué à l'intérieur de limites territoriales plus ou moins mouvantes. Et ces territoires appartenaient eh bien, à un empire qui soit byzantin, qu'il soit romain, perse ou arabe ou ottoman. Donc l'apparition de ces frontières et la création de ces États va vraiment bouleverser toute la politique du Proche-Orient. Parce qu'à l'exception de l'Égypte, eh bien, aucune de ces nouvelles entités territoriales n'avait avant vraiment possédé des frontières au sens moderne du terme. Alors, quelle est la responsabilité britannique justement dans le conflit et même dans l'exacerbation du conflit en Palestine? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de leur mandat sur la Palestine, eh bien, les Anglais vont avoir recours à des commissions d'enquête. Ça leur permet d'asseoir leur légitimité. Les rapports de ces commissions sont publiés dans des comptes rendus, dont certains sont d'ailleurs connus sous le nom de livres blancs, les fameux livres blancs rédigés par les Anglais.
Et ces documents, ces livres blancs, ces rapports vont souvent à l'encontre du texte mandataire sur la Palestine. Entre 1922 et 1939, donc c'est vraiment la date de la période où les Anglais ont tenté de mener à bien leur mandat sur la Palestine, et bien de nombreux rapports ont été rédigés par les fonctionnaires britanniques. Et ces rapports vont faire état au Conseil de la Société des Nations des problèmes qui sont rencontrés par les populations juives et arabes de Palestine. En 1930, d'ailleurs, on a un expert britannique qui s'appelle John Simpson et qui est chargé d'établir un rapport sur la question des terres, et notamment sur la question cruciale, celle des Arabes sans terre, puisque, vous vous souvenez, on avait vu que beaucoup de paysans arabes avaient vendu leurs terres pour obtenir des gains. Les sionistes avaient mis en place toute une politique pour racheter les terres aux Arabes. Donc, en 1930, on a une commission qui vient s'intéresser à la question des Arabes sans terre. Il y a des émeutes à Haïfa, des émeutes à Jérusalem, des émeutes à Hébron et à Safed, et c'est donc pour comprendre ces émeutes que cette commission est instituée. Les émeutes sont orchestrées par le Mufti Adjamin, qui en a instauré d'autres aussi, on verra plus tard. Le document que va rédiger donc le fonctionnaire britannique, John Simpson, va prendre soin d'expliquer que oui, les Juifs sont le moteur économique de la Palestine. Ils payent près de 70% des impôts qui sont destinés à l'administration. Ils pourvoient également aux dépenses nécessaires pour les écoles et les hôpitaux de la région. Mais malgré tout, la conclusion de Simpson, c'est de dire que, eh bien, on doit appliquer des mesures restrictives à l'égard des Juifs, peu importe qu'il soit le moteur économique. On se doute que la rédaction et que la décision de Simpson se fait sous la pression arabe, et notamment celle du Mufti. La prospérité des années 30 et 35, qui émane de l'arrivée massive des sionistes et de leurs capitaux, va aussi attirer une forte immigration arabe. Et pourtant, en dépit de cette immigration arabe, eh bien, les nationalistes, qui sont vraiment sous la férule de Adjamin, souhaitent la fin de l'immigration juive, mais ils veulent également que le mandat britannique cesse. Ils veulent aussi le retrait des Anglais de la Palestine. Alors, contre toute attente, eh bien, le souhait de ces nationalistes va être repris. Toutes ces considérations vont être reprises et adoptées par Lord Pasfield, qui est le ministre des colonies de l'époque, ministre britannique des colonies de l'époque, et il va donc faire part des souhaits des nationalistes arabes dans un livre blanc en 1930. Donc on voit bien l'ambiguïté de la politique britannique, c'est-à-dire que d'un côté il y a la déclaration Balfour, il y a le mandat britannique, le texte mandataire de 1922 qui reconnaît les liens des Juifs sur la Palestine, qui favorise l'immigration, et puis il y a les commissions qui sont menées sur le terrain et le rôle politique des Anglais qui va vraiment à l'encontre des textes. C'est d'ailleurs pour cela, pour comprendre cette ambiguïté et cette ambivalence de la politique britannique, que Weizmann va écrire à Lord Pasfield et reproche au gouvernement britannique d'interdire l'émancipation juive et donc de ce fait de ne pas tenir l'engagement de Lord Balfour. Pour lui, le livre blanc, pour Weizmann, va complètement à l'encontre de l'égalité
de traitement entre les habitants de Palestine. Il est également contraire à l'article 6 du mandat britannique de 1922, bien article 6 selon lequel on doit faciliter ou du moins permettre l'immigration juive. Évidemment, le livre blanc ne convient pas non plus à Jabotinsky, on en avait parlé de cette figure charismatique qui est Vladimir Jabotinsky. Lui considère tout bonnement ce livre blanc comme contraire et opposé au préambule du mandat britannique. Voilà. Donc il va prendre lors du 17e congrès sioniste de Bâle en 1931 une résolution pour exiger l'application immédiate de l'article 6 du mandat britannique. Alors, l'action politique britannique ne va pas changer pour autant. Elle va continuer de se concrétiser par un important soutien à la cause arabe au détriment de celle des sionistes. Et cette partialité, ce parti pris pour les Arabes, va permettre finalement au Mufti Adjamin de contrôler vraiment d'une main de fer la situation dès les années 30. Et il y a une année qui est charnière, c'est l'année 1936, parce qu'elle est marquée à la fois par la création du Haut Comité arabe, donc qui est institué par l'administration britannique, et c'est le Mufti qui va être à la tête de ce Haut Comité arabe, mais il y a également en 1938 une révolte d'une ampleur sans précédent et qui va vraiment marquer un tournant dans le conflit qui oppose arabes, juifs et britanniques. Les modérés qui appartiennent au clan des Nashashibi, on en avait également parlé, les Nashashibi, c'est une famille arabe modérée qui n'a eu de cesse que de s'opposer au clan du Mufti Adjamin, perdent de l'influence. Donc les luttes claniques qui opposent les Nashashibi aux Husseini vont empêcher l'adoption de décisions appropriées concernant l'avenir des Arabes de Palestine et condamnant finalement l'unité de leur espace politique. Et la grande grève justement de 36, elle est dirigée donc par le Mufti et elle ne devait prendre fin qu'après l'obtention des revendications qu'il avait souhaitées, c'est-à-dire l'arrêt de l'immigration juive, la cessation des ventes de terres aux sionistes et la formation d'un gouvernement national responsable devant un conseil représentatif. Malgré la peur que le Mufti inspirait à ses coreligionnaires, en raison de son intransigeance, tous n'acceptèrent pas de se soumettre non plus à son autorité. Et certains préférèrent faire allégeance à de jeunes États arabes qui étaient sur le point d'obtenir leur indépendance, en nouant des liens avec eux fondés sur la solidarité. Par exemple, l'émir Abdallah, le frère de Faisal, l'émir donc de Transjordanie, lui se proposa pour jouer le rôle de médiateur et devenir le porte-parole des Arabes de Palestine. Il essaya donc pour ce faire de multiplier les rencontres avec le Haut Comité arabe, au sein duquel il essayait d'appuyer le clan des Nashashibi. Mais on sait que c'est le Mufti qui eut gain de cause puisque les Nashashibi préférèrent sortir du jeu. Et face à cette révolte de 36 sans précédent, que fit l'administration britannique ? Elle réagit très faiblement. Elle est plutôt molle et ce qui laisse croire au Mufti qu'il a la main mise et que son autorité va s'étendre de plus en plus. Il en tire la conclusion logique qu'il faut intensifier la révolte, qu'il faut aider les instigateurs des troubles à s'armer davantage auprès des pays voisins, comme l'Irak.
Les Britanniques savaient aussi que le Moufti abusait des fonds qui étaient à sa disposition et qu'il utilisait ces fonds à des fins illégales et criminelles. Débordés par la situation et par les événements, les Anglais eurent recours encore une fois à une commission d'enquête en novembre 1936. Et pour la première fois, les travaux de cette commission, qui est connue sous le nom de commission Peel, les travaux de cette commission aboutissent clairement à un partage entre deux États sur le sol de la Palestine mandataire. Ces deux États, l'un arabe, l'un juif, doivent être liés par traité à la Grande-Bretagne. Voici un extrait du général Pierre Rondeau, qui avait écrit en 1937 en tant que spécialiste du Proche-Orient. La commission a séjourné plus de 2 mois en Palestine. Elle a entendu 71 témoins, tant fonctionnaires britanniques que personnalités juives et arabes. Le rapport de la commission Peel, qui se présente sous la forme d'un volume de plus de 400 pages, constitue un document d'une importance considérable. Il a le double mérite, peu fréquent dans les publications de cette nature, d'étudier la situation locale d'un point de vue original, en s'attachant à déterminer les réalités politiques en dehors de tout formalisme et de proposer sans ambiguïté, pour remédier aux difficultés qu'il constate, des mesures précises et cohérentes. Alors, quelles sont les mesures précises et cohérentes proposées par la commission Peel ? Eh bien, c'est de créer un État arabe, un État juif, une enclave britannique, les deux États, donc juifs et arabes, étant liés par traité à la Grande-Bretagne. Donc, d'abord, les 2/3 du territoire qui englobe le Negev doivent constituer un État arabe. Ce bout de territoire devait d'ailleurs être rattaché à la Transjordanie. Ensuite, 1/4 du territoire devait appartenir aux Juifs et comprendre la côte de Judée jusqu'au sud de Jaffa et la Galilée. Et enfin, une enclave britannique est maintenue à Jérusalem, à Nazareth, au lac de Tibériade et à Bethléem. Donc, un corridor jusqu'à la mer vers Jaffa, petit couloir donc vers la mer est également prévu. Quels sont les avantages qu'offre le plan Peel ? Eh bien, on peut dire que pour les Juifs, les avantages sont plutôt faibles. Mais il y a un avantage incommensurable qui est celui d'établir enfin un État national et donc d'échapper à la domination arabe. Considéré comme un moindre mal, parce que c'est un petit territoire comparé au territoire que l'on propose aux Arabes, considéré comme un moindre mal par Weizmann et Ben Gourion, le partage est approuvé par ces derniers. Et voici ce qu'ils diront. Cet État juif qu'on nous propose sera une étape décisive dans la voie de la réalisation des buts sionistes. Il créera la véritable force juive qui nous mènera à notre objectif historique. Ces frontières qu'on nous appose, nous les briserons et pas forcément par la guerre. Donc, pour les Juifs, l'acceptation est là. Côté arabe, les avantages offerts par la commission Peel sont beaucoup plus importants. En plus de leur indépendance, les Arabes peuvent coopérer avec leurs voisins transjordaniens et irakiens. Donc ils peuvent coopérer et mettre en place l'unité arabe. Ils reçoivent en plus une subvention de l'État juif, ainsi qu'un important don de la trésorerie anglaise. De ce fait, les Nachashibi, les modérés, acceptent cette première partition de la Palestine, même s'ils en contestent quelques modalités.
Malgré son étendue, l'État proposé aux Arabes est composé de déserts et d'une population, c'est vrai, pas toujours formée et capable de mettre en valeur le territoire proposé. Le clan du Moufti Adjamin, lui, va littéralement s'opposer au projet. Voici ce que dira le Moufti Adjamin. Les Juifs doivent se soumettre à la domination arabe comme par le passé, et l'avenir décidera s'ils peuvent ou non rester dans le pays. Donc le Haut Comité arabe, avec Adjamin, va publier différentes déclarations qui iront dans ce sens. Voilà ce qu'il publie. Le Haut Comité arabe prie le noble peuple arabe, convaincu de ses droits, de ne pas se laisser prendre par les paroles, mais de s'attacher fortement à son but national, assuré de triompher à la fin dans ses droits. Donc le Moufti, finalement, lui, veut imposer sa domination et réaffirmer tout simplement le statut de dhimmi des Juifs. Face à l'extrémisme de sa politique et en réponse aux nombreux désaccords, les Nachashibis vont là se retirer tout bonnement du jeu et refuser le partage. Ils s'en vont. Est-ce que la peur du Moufti a guidé leur choix ? Peut-être, nous ne savons pas. En tout cas, les Nachashibis quittent la partie. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que parmi les modérés arabes, beaucoup ont coopéré avec les Juifs à cette époque. Cette collaboration a permis aux sionistes d'obtenir des renseignements, d'obtenir des armes, des terres pour fonder leur État. Et cette collaboration s'explique tout simplement par les liens d'amitié qui existaient. La peur du Moufti a pu aussi guider leur choix, mais la contribution arabe, les Arabes modérés qui ont aidé les Juifs ont aussi leur part dans la création de l'État d'Israël. Leur aide a été vraiment importante. Donc à la fin de cette commission Peel, les émeutes de 1936 ont continué, se sont arrêtées et ont repris au cours de l'année 1938. Le gouvernement anglais va constituer encore une nouvelle commission parce que c'est leur seul recours pour faire face à la situation. Cette commission, qui est menée cette fois par John Woodhead, va conclure qu'aucun plan pratique ne peut être envisagé pour partager le pays en deux, et qu'il est préférable, ni plus ni moins, de réduire l'immigration juive dans la région. Donc le plan Peel est abandonné puisque il faut stopper l'immigration juive dans la région. Les négociations qui s'ensuivent vont aboutir en février 1939 à la conférence de St. James à Londres. Là, les délégations juives et arabes, les représentants de l'Égypte, de l'Irak, de la Transjordanie, de l'Arabie saoudite sont conviés. Les Anglais et les Arabes vont parvenir en partie à s'accorder sur un programme de limitation de l'immigration juive et des ventes de terres et vont en tout cas tenter de trouver un compromis. Ce compromis, évidemment, sera cette fois refusé par les sionistes et Weizmann va d'ailleurs adresser au ministre britannique des colonies de l'époque, qui s'appelle Malcolm MacDonald, une lettre dans laquelle il écrit: la délégation juive, ayant soigneusement étudié les propositions du gouvernement de Sa Majesté, regrette de ne pouvoir les accepter comme base d'un accord et a décidé par conséquent de se dissoudre. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'en 38-39, on est à l'époque du nazisme, et puis l'ironie de l'histoire, c'est que la Palestine est devenue, comme l'Allemagne nazie, un pays où le droit d'acquérir un domaine foncier ou une terre est refusé aux Juifs. Les délégations arabes d'Égypte, de Palestine
et de Transjordanie, elle, lors de cette conférence, eh bien, n'était pas pleinement satisfaite de l'accord passé avec les Britanniques. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent, eh bien, ni plus ni moins que la fin du mandat en Palestine. Et elles veulent également la création d'un État à domination arabe. Voilà, intransigeance oblige. La conférence Saint James terminée, eh bien, le gouvernement britannique annonce eh bien, qu'en l'absence de toute entente, des dispositions légales vont être prises. Et c'est comme ça, dans ce contexte, que naît un nouveau livre blanc en 1939 qui va prendre des mesures radicales. Premièrement, que l'établissement d'un État indépendant judéo-arabe au terme de 10 années est prévu. Celui-ci doit se constituer sur la base de la répartition démographique actuelle, c'est-à-dire une population aux 2/3 arabes et 1/3 juive. Que la limitation, deuxièmement, de l'immigration juive est prévue, donc pour les 5 années à venir. Et troisièmement, que la permission du haut-commissaire britannique d'interdire et de réglementer la vente des terres aux sionistes est également, fait également partie du livre blanc. Donc, pour les Juifs, les sionistes en Palestine, ce livre blanc de 1939 est terrible parce qu'il va contrer eh bien, toutes leurs aspirations territoriales. Évidemment, les modérés arabes, les Nachashibi et le Premier ministre transjordanien, eux, vont accepter le livre blanc, mais le moufti de Jérusalem va à nouveau faire part de son refus. Il est entêté et pour lui, en fait, la concrétisation d'un État arabe doit vraiment empêcher tout juif. Donc ce n'est même pas la peine pour lui d'évoquer 1/3 de la présence juive, il faut tout simplement qu'il n'y ait pas de juifs. Et voici ce qu'il écrit. L'insistance britannique à vouloir accorder aux foyers juifs une position spéciale n'aura d'autre résultat que de prolonger l'ère des calamités qui se sont abattues sur la Palestine. Avec l'aide de Dieu, la Palestine sera un État indépendant à l'intérieur d'une fédération arabe et demeurera à jamais arabe. Donc les choses sont, pour le moufti de Jérusalem, très claires. Pas de juifs, sinon pas d'État. Bien sûr, tous les membres du gouvernement britannique ne partagent pas les dispositions du livre blanc de 1939. Winston Churchill, par exemple, s'y est opposé. Pour lui, ce livre blanc est incompatible avec la mission attribuée au mandat britannique. L'agence juive également a fait part de ses protestations auprès de la Société des Nations. Mais ce qui va bouleverser le contexte politique de l'époque, c'est qu'en 1939, eh bien, nous sommes au moment où la Seconde Guerre mondiale est déclenchée. Et donc, on va abandonner la question de la Palestine pour s'intéresser eh bien, à ce qui se passe, c'est-à-dire la montée du nazisme et le déclenchement de la guerre. Le Conseil de la Société des Nations se réunit en urgence à Genève. Et donc l'idée du partage de la Palestine et de toutes ces questions au Proche-Orient est totalement délaissée. C'est aussi à ce moment-là que David Ben Gourion définit la position juive à cette époque, en 1939. Ben Gourion va dire nous combattrons Hitler comme s'il n'y avait pas de livre blanc et nous combattrons le livre blanc comme s'il n'y avait pas de Hitler. Pendant la guerre, on se rend compte que la Société des Nations, finalement, est un échec, puisqu'elle n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Donc une nouvelle organisation internationale est pensée,
c'est la fameuse Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui est destinée à maintenir la paix et la sécurité internationale. Voilà, c'est une expression consacrée dans la Charte des Nations Unies qui a été signée à San Francisco en juin 1945. À l'inverse de la Société des Nations, l'ONU est vraiment résolue à se montrer beaucoup plus efficace. Et pour parvenir à ça, elle doit être véritablement universelle, c'est-à-dire impliquer toutes les grandes puissances du moment. Ici, à l'époque, en 1945, les grandes puissances, c'est l'URSS et les États-Unis. Parce que l'article 2 de la Charte proclame l'égalité souveraine de tous ses membres. À l'aube de la guerre froide, cette nouvelle organisation se voit confier le sort de la Palestine en raison de l'incapacité des Britanniques à gérer le conflit en Palestine. Le conflit là est vraiment exacerbé et c'est maintenant à l'ONU de prendre la question en main. Et c'est ce que nous verrons au prochain cours. Merci.